C'est la comptabilité. Dans l'introduction, nous nous sommes posé la question de savoir à quoi sert la comptabilité. Nous avons vu qu'elle servait à rendre compte aux parties prenantes de ce qui est fait avec les ressources qu'elles ont confiées à l'entité dont tient la comptabilité. Elle propose un système cohérent d'organisation de l'information en présentant d'une part en détail les emplois de ressources réalisés et de l'autre, en regard, le détail des sources de ces ressources. Qui nous a confié quoi? Et tout cela est réalisé dans un cadre normé assurant une compréhension commune des informations transmises à la fois pour les parties prenantes mais aussi vis-à-vis du public en général. Dans ce nouveau chapitre, nous allons traiter des enregistrements comptables, autrement dit de l'entrée de l'information dans le système qu'est la comptabilité, et ce, en vue de son traitement et de sa diffusion future. Il s'agit ici de traduire en langage comptable une information concernant l'activité de l'entité dont tient la comptabilité. Ceci est réalisé par le biais de livres de compte, de registres, qui sont tenus régulièrement. Alors, ces enregistrements concernent deux types d'opérations, les opérations courantes et les opérations d'inventaire. Nous nous concentrons ici sur les premières. Elles sont le reflet du fonctionnement ordinaire de l'entité dont tient la comptabilité. Les secondes n'interviennent qu'en fin de période comptable, préparer l'établissement des documents de synthèse, bilan et compte de résultat. Ce faisant, nous aborderons les principes directeurs de la technique d'enregistrement comptable pour une comptabilité d'engagement en partie double, le type de comptabilité que l'on étudie ici, les éléments matériels à même d'être la preuve du fait générateur de l'enregistrement, ce qu'on appelle la pièce comptable, avec un focus particulier qui sera fait sur la facture, et nous terminerons ce chapitre sur une illustration des subtilités des techniques d'enregistrement comptable au travers de la question de la prise en compte de la TVA. Mais avant d'entrer dans le détail, définissons clairement ce qui doit ou non rentrer en comptabilité comme information. En effet, tout élément d'information concernant l'activité de l'entreprise ne rentre pas en comptabilité. Et la première tâche du comptable sera de faire le tri entre les informations qui doivent rentrer en comptabilité et celles qui ne le doivent pas. Le travail d'enregistrement est un travail quotidien et il doit permettre d'enregistrer des informations qui concernent les flux qui affectent la situation patrimoniale de l'entreprise, sa valeur ou sa situation financière. Si l'information ne concerne ni l'un ni l'autre, elle ne fera pas l'objet d'un enregistrement comptable. Une fois collectée et enregistrée, l'information est utilisée à la fois pour établir les documents de synthèse à la clôture de l'exercice comptable, donc de la période sur laquelle on tient la comptabilité, préparer les différentes déclarations fiscales et sociales, et plus généralement alimenter le système d'information pour la gestion de l'entreprise, donc budget, tableau de bord, etc. La tenue de la comptabilité étant obligatoire, il est important pour l'entreprise d'utiliser au maximum l'information contenue dans la comptabilité pour amortir son coût d'élaboration. Ceci étant posé, venons-en au principe de l'enregistrement comptable. Il s'agit pour l'entreprise de matérialiser en comptabilité un flux, donc un mouvement d'emploi et de ressources qui affecte la situation patrimoniale, la situation financière ou la valeur de l'entreprise. Et pour rendre compte de ce flux, l'enregistrement comptable devra marquer à la fois les emplois et les ressources associés à ce flux. Ces emplois et ces ressources seront nécessairement égaux en valeur. Si l'entité dont on tient la comptabilité a pu réaliser un emploi, c'est parce qu'elle avait les ressources nécessaires. Et inversement, si l'entité dont on tient la comptabilité détient des ressources, elle doit nécessairement les employer, ne serait-ce qu'en les mettant en réserve. Cette égalité à tout niveau en comptabilité, entre les emplois et les ressources, est qualifié de principe de partie double. Pour chaque opération, chaque enregistrement, on aura une égalité entre les mouvements qui vont affecter des éléments d'emploi et ceux qui vont affecter les éléments de ressources. Prenons pour illustrer tout ça l'opération suivante. Les associés de l'entreprise Magasin Vert augmentent le capital de l'entreprise de 50 000 euros. Ils le font sous la forme d'un dépôt en numéraire à la banque Albert Druon. Procédons à une rapide analyse économique de l'opération. Identifions les conséquences pour l'entreprise en termes de ressources et d'emploi. Alors les conséquences pour l'entreprise en termes de ressources, c'est une augmentation de ses fonds propres, une augmentation de son capital de 50 000 euros, donc une augmentation de ressources de 50 000 euros. Mais ces ressources, l'entreprise ne va pas les utiliser immédiatement pour réaliser des investissements. En attendant, ces ressources, ces 50 000 euros, elles vont être employées par l'entreprise sous la forme d'un dépôt bancaire de 50 000 euros. En fait, le dépôt en numéraire
de ses associés. On va avoir une augmentation du compte de ressources correspondant au capital de 50 000 euros et une augmentation du compte d'emploi banque de 50 000 euros. Notons avant d'aller plus loin que chaque compte individuellement peut connaître des mouvements concrétisant à la fois un emploi et une ressource. En fait, la diminution d'un emploi dégage une ressource pour un autre emploi. De même que la diminution d'une ressource peut être assimilée à un emploi définitif de cette même ressource. Autrement dit, sa disparition pour l'entité dont tient la comptabilité. Tous les comptes sont ainsi caractérisés par deux colonnes, une colonne pour les emplois que l'on nomme débit et une colonne pour les ressources que l'on nomme crédit. Ces colonnes seront impactées en fonction du sens dans lequel le compte sera utilisé, soit pour marquer un emploi, soit pour marquer une ressource. Prenons une nouvelle illustration pour rendre les choses plus concrètes. Le comptable de la société Magasin Vert retire 500 euros du compte de dépôt de l'entreprise pour alimenter la caisse. L'opération doit faire l'objet d'un enregistrement comptable dans la mesure où elle modifie la configuration du patrimoine de l'entreprise. À la place d'avoir 500 euros à la banque, elle a 500 euros dans la caisse. Reste à identifier l'emploi et la ressource mobilisée dans l'opération. Alors ici, rien de très compliqué. L'emploi, c'est le fait d'avoir du pouvoir économique immobilisé dans la caisse, de l'argent dans la caisse. Et la ressource, ce qui permet cet emploi, c'est le fait qu'on avait 500 euros à la banque. Donc l'emploi, ça va être l'augmentation du compte caisse et la ressource, la diminution du compte banque. On va donc créditer le compte banque pour 500 euros et débiter le compte caisse pour 500 euros. Donc on va avoir une augmentation des emplois de 500 euros qui va être égale à la diminution des emplois qui sert de ressource à ce nouvel emploi de 500 euros. On tire de tout cela un sens de fonctionnement des différents comptes. Ainsi, les comptes dits d'emploi sont les comptes d'actifs et les comptes de charges. Donc je rappelle qu'un actif c'est un emploi non définitif, donc qui apporte un avantage économique futur, et que les charges sont des emplois définitifs. Ces comptes augmentent au débit et diminuent au crédit. Ils augmentent dans la colonne emploi, débit et diminuent dans la colonne ressources. Crédit. Donc les comptes de ressources, les passifs ou les produits. Donc je rappelle que les passifs sont des ressources potentiellement restituables à terme et les produits des ressources définitivement acquises. Alors ces comptes diminuent au débit et augmentent au crédit. Dans notre exemple, le compte caisse est un compte d'actif, puisque l'argent qui est déposé, la valeur qui est déposée pourra être réutilisée plus tard pour réaliser les paiements. Il apporte un avantage économique futur. Ce compte caisse est augmenté, il va donc être débité. Pour ce qui est du compte banque, qui est également un compte d'actif, puisqu'il s'agit d'éléments qui sont déposés en vue d'être utilisés pour des paiements futurs, donc qui apportent un avantage économique futur, ils vont être diminués et donc crédités. Maintenant que nous avons désigné quel compte et dans quel sens ces comptes doivent être montés pour prendre en compte une opération, reste la question du montant, de la valeur attribuée au flux que nous allons enregistrer en comptabilité. Sur ce point, la règle est relativement simple. On applique le principe du coût historique. C'est-à-dire que les enregistrements sont faits tout au long de l'exercice comptable à la valeur qui figure sur la pièce comptable qui leur sert de justification. S'il y a ajustement à faire pour donner une image fidèle de la situation de l'entreprise, cette adaptation se fera lors des écritures d'inventaire. Et donc à la date de clôture des comptes. Les enregistrements se feront simultanément dans deux livres comptables. Donc tout d'abord le grand livre qui regroupe l'ensemble des comptes en T, donc qui comprennent des colonnes débit et des colonnes crédit et qui sont présentés dans l'ordre du plan comptable. Ce qui nous donne, pour nos deux opérations exemples, le grand livre suivant. On a le compte 101 capital qui est crédité pour 50 000 euros. On augmente les ressources associées au capital de l'entreprise de 50 000 euros, et le compte banque qui est débité, lui, de 50 000 euros. C'est le dépôt qu'ont fait les associés sur le compte de l'entreprise à la banque. D'un autre côté, on a le compte banque qui est également crédité, cette fois-ci, mais de 500 euros. C'est le retrait qui est fait sur le compte en banque de l'entreprise pour alimenter la caisse, ce qui conduit à débiter pour 500 euros le compte caisse. On augmente donc le compte caisse. Alors, cette présentation a un intérêt particulier, c'est qu'elle permet de mettre en évidence très vite les soldes des comptes. Quand on utilise le grand livre, on accède très rapidement au solde des comptes. Ici, le solde du compte capital,
c'est un solde créditeur, donc qui indique la présence d'une ressource de 50 000 euros. Le compte banque, son solde est lui débiteur, qui indique un emploi de ressources de 50 000 euros moins 500 euros, donc 49 500 euros. Et le compte caisse, il est débiteur de 500 euros. Donc il indique qu'on a 500 euros en caisse. Le second livre qui est tenu, le second registre, c'est le journal. Alors le journal indexe, donc classe, les opérations en ordre chronologique. Donc chaque opération est marquée par une date, et à l'intérieur de cette date, pour l'opération, on va d'abord indiquer les flux concernant les emplois, donc les débits, puis les flux concernant les ressources, les crédits. Encore une fois, ici aussi, les comptes devront être établis dans l'ordre du plan comptable. Et donc pour chaque opération, on a une date, puis les flux qui correspondent à des débits dans l'ordre du plan comptable et les flux qui correspondent à des crédits dans l'ordre du plan comptable. Chaque opération faisant l'objet d'une entrée spécifique. Voyons à quoi ressemble le journal. On a un tableau avec 4 colonnes. La première recueille le numéro du compte qui sera mouvementé. La deuxième recueille la date et les intitulés des comptes mouvementés. Elle est suivie de 2 autres colonnes, une pour le montant débité et une pour le montant crédité. Chaque entrée est marquée par une date et clôturée par un trait. Elle est également marquée de l'identification de la pièce comptable qui permet de justifier l'écriture correspondant à l'entrée. Voyons ce que cela donne pour nos 2 opérations exemples. Alors, pour la première, on a un dépôt à la banque, donc un débit dans le compte banque de 50 000 euros. Donc, pour le 25 août 2019, on a le compte 512 banque qui est débité pour 50 000 euros. Et le compte 101 capital qui est crédité pour 50 000 euros. Il est augmenté de 50 000 euros. Alors, voyons pour la deuxième opération. Donc, cette fois-ci, le 25 août, le compte caisse est augmenté, donc débité. Donc, 53 caisses est augmenté de 500 euros. Et le compte banque est diminué, donc crédité de 500 euros. Donc, le compte 512 banque est crédité, donc diminué de 500 euros. Du point de vue du droit, la comptabilité a un statut particulier. En effet, lorsqu'il s'agit d'apporter la preuve de transactions entre commerçants, l'information comptable, les registres et les bilans et comptes de résultats qui sont produits par les partenaires, peuvent servir d'éléments à même d'établir une présomption, ou du moins un début de preuve par écrit, sur un contrat qui lierait les partenaires. Aussi, la contrepartie de cette force de la comptabilité, cette force de l'information comptable, est qu'elle doit être très facilement vérifiée. Et pour ça, on impose, pour chaque écriture, à ce que l'entreprise, l'entité dont on tient la comptabilité, soit à même de produire le dit document qui justifie telle ou telle écriture. Ce document est appelé pièce comptable, et lorsque l'on enregistre une information au journal, il est de coutume d'indiquer la référence de la pièce comptable justifiant l'enregistrement. Alors dans cette nouvelle partie, nous allons voir ce qu'est une pièce comptable, et surtout nous allons discuter de la pièce comptable la plus importante dans le contexte d'un achat-vente, soit d'un achat, soit d'une vente, la facture. Dans la mesure où la pièce comptable permet l'enregistrement, elle lui donne aussi sa date. C'est à la date indiquée sur la pièce comptable que l'enregistrement de l'opération sera effectué. Pour être conforme et permettre l'enregistrement en comptabilité de l'opération, une facture doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires. Alors, il y a tout d'abord la date de la facture, qui sera la date de l'enregistrement de l'opération, mais aussi un numéro de facture qui doit être chronologique et continu, ce qui permet de retrouver très facilement dans le système de classement de l'entreprise la facture si on demande à ce qu'elle soit produite pour prouver la justesse de l'écriture. Elle doit aussi indiquer le mot facture, suivi généralement de la mention doit ou avoir. Alors, une facture doit, c'est tout simplement une facture ordinaire dans laquelle on indique que le client doit une certaine somme au titre de la transaction à l'entreprise. Et une facture d'avoir, c'est l'inverse. En fait, elle vient rectifier une facture doit qui a déjà été émise par le passé et indique
ce que l'entreprise, cette fois-ci, doit au client. Elle indique l'avoir du client. À la suite de cette mention, on trouve l'identité de l'acheteur et du vendeur, ainsi que les caractéristiques de la transaction. Alors l'identité du vendeur ou de l'acheteur sont généralement accompagnées de numéro d'immatriculation, et les caractéristiques de la transaction détaillent ce qui est échangé et la constitution finalement du montant à payer assorti à la facture. Alors dans les caractéristiques de l'opération, on va avoir la désignation des éléments vendus, leur quantité et leur prix unitaire. On aura également mention des frais accessoires et des réductions éventuelles, ainsi que du taux de TVA applicable. Pour chaque taux de TVA applicable dans la facture, on va avoir le montant hors taxe sur lequel sera appliqué le taux et le montant de la TVA. Ensuite, on trouvera le net commercial. Donc, le net commercial, c'est le montant hors taxe à payer après réduction commerciale. Puis le net financier, qui est tout simplement le net commercial corrigé des réductions financières. Cela va nous donner le total hors taxe, qui va nous permettre de calculer le net à payer, tout simplement en appliquant la TVA. Il doit également être fait mention, à la suite de tout ceci, des modes de règlement possibles, des délais de paiement fixés, avec, à défaut, une référence aux conditions générales de vente que l'entreprise doit pouvoir fournir à l'ensemble de ses clients, actuels ou potentiels. Alors, ces conditions générales de vente doivent être affichées dans l'entreprise. Elles sont généralement versées au dos de la facture. Alors, illustrons tout ceci à partir d'un nouvel exemple. On a une vente pour 100 € hors taxe de produits d'entretien biologique à la société EcoClean, avec une ristourne de 10% et un taux de TVA de 20%. Le règlement devra intervenir dans 10 jours. Donc on va rédiger cette facture et puis après on procédera à son enregistrement dans le journal de la société Magasin Vert. Alors la facture, elle va pouvoir prendre la forme suivante. On a mention de l'émetteur de la facture, Maison Verte. Cette mention est complétée d'une série d'éléments pouvant conduire à son identification. On voit que c'est une SA, on voit l'adresse, etc. On a la mention facture, la date à laquelle la facture est établie, le 25 août, et la mention du client, ici la société EcoClean. Ensuite, on a le numéro de la facture et un tableau qui récapitule les dimensions financières de l'opération. Donc on a la désignation du produit, les produits d'entretien, la TVA applicable, donc 20%, la quantité négociée, le prix unitaire hors taxe, le montant hors taxe avant réduction, qui nous donnerait un montant TTC potentiel. Mais là-dessus, on a une remise de 10%, ce qui va modifier la somme à payer. Donc on a mention d'un net commercial. Donc la remise est de 10% sur un montant hors taxe de 100. Donc on a une remise de 10, ce qui nous donne notre net commercial. Donc le montant hors taxe moins la remise, donc 90 €. On n'a pas d'escompte, on n'a pas de réduction financière, donc notre net commercial il va être équivalent à notre net financier. Là-dessus, on va devoir payer de la TVA à 20%, donc on va payer de la TVA à 20% sur 90 €. Et puis, lorsqu'on ajoute cette TVA au net commercial, on obtient le net à payer. La facture se conclut par l'indication que l'ensemble est à payer à 10 jours. Alors l'enregistrement de cette facture ne présente pas de très grande difficulté. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les emplois et les ressources. On note la date et puis on va commencer par les emplois. La capacité économique qu'on gagne du fait de la vente, ici 108 €, en fait, on ne va pas les recevoir tout de suite. On va les confier au client jusqu'à ce qu'il se décide à nous payer donc dans les 10 jours. Donc un prêt au client, ça va être matérialisé par un compte d'actifs, c'est une utilisation de ressources, un emploi de ressources qui apporte un avantage économique futur puisqu'on va être payé. Donc on va regarder dans notre plan de compte et on va chercher un actif qui va correspondre à un paiement décalé d'un client. Donc on va trouver 411 clients et on va noter pour 411 clients un mouvement au débit de 108 €. Maintenant voyons les ressources. D'où viennent ces 108 €? Ils viennent d'une part de la vente. Donc ici, c'est une vente de marchandises. Donc on va utiliser le compte 707, vente de marchandises. C'est une ressource qui ne sera jamais restituée, puisqu'on le gagne par notre activité économique. Mais ce montant de la vente ne correspond pas au net à payer de notre client. En fait,
on va collecter de la TVA pour la reverser à l'État. La TVA, elle ne nous appartient jamais, elle nous est confiée pour un temps par l'État. Donc on va chercher un compte qui va permettre de marquer une dette vis-à-vis de l'État. Donc une dette vis-à-vis de l'État, ça va être un compte qui va commencer par 44. Et puis on va chercher un compte qui va correspondre à de la TVA. On voit en feuilletant notre plan comptable que les comptes de TVA commencent par 44,5, donc 44,5. Et puis on va prendre celui qui correspond à de la TVA collectée. Donc on aura pour le montant de la TVA collectée un mouvement au crédit dans le compte 44571 État TVA collecté pour 18 euros. Celui-ci sera suivi d'un mouvement au crédit dans le compte vente de marchandises 707 pour 90 euros. C'est les 90 euros qui nous appartiennent réellement à ce moment-là. Alors la facture est obligatoire pour toute transaction impliquant un commerçant. En fait, la seule exception à l'obligation d'émettre une facture, c'est lorsque l'on fait des transactions avec des particuliers pour un faible montant. Dans ce cas-là, on a la possibilité d'utiliser une version simplifiée de la facture qu'est le ticket de caisse. Donc dans le ticket de caisse, vous retrouvez toutes les mentions de la facture ordinaire, à l'exception de l'identité de l'acheteur. Quoi qu'il en soit, que l'on utilise une facture ou un ticket de caisse, toutes les opérations réalisées à titre onéreux en France impliquent de la TVA. Et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière sous-partie, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors cette taxe sur la valeur ajoutée, elle est collectée par les entreprises assujetties et reversée périodiquement à l'État, en fonction du régime de TVA choisi ou imposé à l'entreprise. Alors, ces entreprises assujetties, qui sont-elles? En fait, une entreprise assujettie est une entreprise qui réalise à titre habituel des opérations à titre onéreux. Alors ici, il faut voir le critère au sens large. Une opération à titre onéreux, c'est une opération qui implique l'échange d'argent. Pour distinguer une entreprise qui exerce une activité à titre onéreux ou une entité qui n'exerce pas une activité à titre onéreux à la marge, on va se baser sur un critère de concurrence. C'est-à-dire que si, par exemple, une association, par son activité, rentre en concurrence avec une entreprise qui exerce à titre onéreux, elle devra se préoccuper de la TVA. Je vous renvoie pour plus de précision sur ces différents points à un cours de fiscalité. Intéressons-nous plus précisément à ce qu'est la TVA. Alors comme le nom l'indique, la TVA est une taxe sur la valeur ajoutée et non sur la consommation. C'est-à-dire qu'elle utilise un mécanisme particulier qui permet aux entreprises assujetties, celles qui collectent la TVA pour le compte de l'État, de n'être imposées que sur une fraction de leur valeur ajoutée. Alors qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est tout simplement la différence entre le prix de vente et le prix des consommations intermédiaires. Et en fait, la TVA taxe une partie de cette valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors comment cela va-t-il se réaliser? Ça va se réaliser par le biais de la déduction par l'entreprise assujettie de la TVA qu'elle a elle-même payée sur ses consommations intermédiaires. Donc on va avoir deux types de TVA. La TVA collectée par l'entreprise et de l'autre côté, en opposé, la TVA qu'elle a payée sur ses consommations intermédiaires et qu'elle pourra déduire de cette TVA collectée en vue du reversement à l'État. Les règles juridiques qui concernent la TVA sont nombreuses. On a plusieurs taux de TVA. Ces taux de TVA s'appliquent à différents types de biens et services vendus. Nous n'allons pas rentrer ici dans le détail. Par contre, nous allons souligner deux exceptions, deux exonérations importantes pour la suite. Tout d'abord, l'exonération de TVA des opérations d'exportation et l'impossibilité de récupération de la TVA sur l'achat de véhicules de tourisme pour l'entreprise. En fait, cette dernière exception justifie l'existence de ce qu'on appelle les voitures d'entreprise, ces fameuses voitures où il n'y a pas de siège arrière. Pour rendre plus concret ces enregistrements d'achat-vente impliquant de la TVA, nous allons procéder à une série d'exemples. Retrouvons notre société Magasin Vert, et cette fois-ci, elle vend pour 2000 € hors taxe de produits d'entretien bio à un client établi au Canada. Le paiement interviendra dans 10 jours. Dans 10 jours, on sera le 28 août 2019. Enregistrons l'opération au journal. Alors, la date de l'opération, la date de l'enregistrement, ce sera le 18 août, 28-10, et on aura ici une vente où il n'y aura pas de collecte de TVA. On est dans le cadre d'une exportation. Comme la vente n'est pas payée immédiatement, on va débiter le compte client, donc 411 clients, qui sera débité pour 2000 €. Et puis, on va créditer le compte 707, vente de marchandises, pour 2000 €. En fait, cette vente de marchandises est la ressource qui permet l'emploi correspondant au délai de paiement accordé au client. Voyons une autre opération.
Alors cette fois-ci, l'entreprise achète pour 500 € hors taxe des éponges, donc des marchandises, à un fournisseur établi au Maroc. Le paiement interviendra dans 30 jours. Le prix hors taxe négocié est de 500 €. Comment on va enregistrer ça ? Ici, on est face à une importation et non une exportation. Alors dans ce cadre-là, ce qui garantit à l'entreprise assujettie de pouvoir déduire la TVA sur ses consommations intermédiaires, c'est le fait qu'elle paye la TVA à la douane pour obtenir les marchandises et elle pourra déduire en conséquence cette TVA lors du reversement de la TVA à payer. Alors on est face à un achat, on va donc débiter le compte achat de marchandises pour le prix hors taxe, 500 €. Puis on gagnera un droit à déduire du fait du versement de la TVA à la douane. Donc on va avoir un compte de TVA déductible. Donc ici un compte de TVA déductible sur autres biens et services. Donc le compte 44566. TVA déductible. Pour le montant de la TVA, si on considère une TVA à 20% qui est le taux de base en France, on va avoir 100 € de TVA. Donc on va débiter le compte TVA déductible pour 100 € pour ce qui sera crédité sur l'opération. On va avoir le compte fournisseur 401 qui va être crédité pour le prix hors taxe, 500 €. Et on va avoir un compte de paiement. Alors là, on va mettre la caisse, mais ça aurait très bien pu être la banque, qui va permettre de rendre compte du paiement effectué à la douane pour la TVA. Donc on va voir ici le compte 53 caisse qui va être crédité pour 100 €. Voyons une nouvelle opération. Alors la vente pour 100 € hors taxe de la vitre, donc de marchandises à un client établi en Belgique. Le paiement est prévu dans 10 jours, le 3 septembre. Alors comment on va enregistrer ça ? Alors la première chose à faire, c'est de fixer la date. Donc le 3 septembre moins 10 jours, ça nous donne le 28 août. Donc le 28 août, on a un enregistrement comptable qui, ici, ne va pas inclure de TVA. En fait, nous sommes dans le cadre d'une exportation et donc on a exonération de TVA. Donc l'enregistrement est simple. On va avoir le compte client de l'entreprise qui va être augmenté puisqu'on accorde un délai de paiement à un client. Donc le compte 411 client est débité pour le montant hors taxe, donc 100 €. Et en vis-à-vis, la ressource de ces 100 €, c'est un crédit dans le compte vente de marchandises. 707 vente de marchandises pour 100 €. Voyons une dernière opération d'achat courant impliquant de la TVA. Alors revenons à notre entreprise Magasin Vert. On achète à un fournisseur établi en Belgique pour 500 € hors taxe de détergent et ce sera payé le 10 septembre. Alors on va reprendre la même date que tout à l'heure, le 28 août. Puis on va se poser la question de la nature juridique de l'opération. Ici on n'est pas face à une exportation mais à une importation. Mais une importation particulière, puisque la Belgique étant dans l'Union européenne, il n'y a pas de douane qui sépare en temps ordinaire la France et la Belgique. Donc il n'y a pas possibilité de s'acquitter de la TVA à la douane pour récupérer les marchandises et pour se garantir le droit à déduction. Alors on va utiliser dans ce cadre-là un autre mécanisme qui va impliquer un nouveau compte. Alors ce compte, ce sera le compte TVA dû intracommunautaire, dont le numéro est 4452. Et ce compte de TVA dû intracommunautaire, en fait, il va nous servir comme de réceptacle au paiement virtuel que l'on effectue vis-à-vis de l'administration fiscale pour pouvoir déduire la TVA. En fait, pour nous, l'opération est neutre, mais pas pour l'État français. En fait, on doit lui indiquer que l'on a de la TVA intracommunautaire qui doit être pris en compte, puisque l'État français reverse périodiquement l'ensemble des TVA du intracommunautaire qui auraient dû être payés sur son territoire à l'administration européenne, ce qui constitue le cœur du budget de l'administration européenne. Alors l'écriture va se dérouler de la manière suivante. On va marquer au débit du compte 607 achat de marchandises le prix hors taxe, 5000 €. Et puis, on va également marquer un droit à déduction au débit du compte TVA déductible sur autres biens et services, donc 44566. Et puis au crédit, on va avoir deux éléments également. Le crédit fournisseur accordé par notre fournisseur belge. On aura le compte 401 pour le prix hors taxe, 5000 €. Et on aura également, à la place du paiement qui aurait dû être fait à la douane, le compte TVA dû intracommunautaire qui sera crédité pour 1000 €. Alors maintenant, voyons ce qui se passe à la date de restitution de la TVA à l'État par l'entreprise assujettie.
Cette restitution est périodique, elle dépend du régime de TVA adopté par l'entreprise, qui lui-même dépend de sa taille. À ce moment-là, on va comparer le montant de la TVA collectée et le montant des droits à déduction accumulés. Si le total des montants des TVA collectés est supérieur au total des montants des TVA déductibles, l'entreprise a une TVA à décaisser. Et inversement, si le total des montants de la TVA collectée est inférieur au total des droits à déduire acquis sur la période, c'est l'État qui doit de l'argent à l'entreprise au titre de la TVA. Dans ce cas-là, on va parler de crédit de TVA à reporter dans la mesure où il sera généralement utilisé pour payer une TVA à décaisser future. Comment tout cela va se traduire en comptabilité? Alors, le principe de l'écriture de déclaration de TVA est relativement simple. Il s'agit de solder dans un premier temps l'ensemble des comptes de TVA collectés et déductibles ouverts et à constater la dette ou le crédit de TVA que l'entreprise a vis-à-vis de l'État. Pour illustrer ceci, considérons la déclaration de TVA du 25 septembre. L'entreprise a collecté pour 200 000 € de TVA au titre de la TVA ordinaire et enregistré pour 100 000 € de TVA due intracommunautaire. En face de tout cela, elle a également cumulé pour 20 000 € de droits à déduction. On a donc dans le grand livre de l'entreprise avant la déclaration un montant au crédit de 100 000 € au compte TVA due intracommunautaire, un montant au crédit de 200 000 € au compte de TVA collecté et un montant de 20 000 € au débit du compte TVA déductible. Et calculons la situation nette de l'entreprise en termes de TVA. Donc on va faire la somme des dettes de TVA de l'entreprise, donc TVA collectée et TVA due intracommunautaire, et on va enlever à cette somme la somme des droits à déduction que l'entreprise a cumulés. Donc on a 200 000 € de TVA collectée, plus 100 000 € de TVA due intracommunautaire, donc on a une dette de TVA de 300 000 €, et un droit à déduction de 20 000 €, ce qui nous donne une position nette correspondant à une dette, une TVA décaissée, de 280 000 €. Alors, réalisons l'écriture. Alors d'abord, passons là au grand livre. Alors au grand livre, on va commencer par solder l'ensemble des comptes de TVA qui sont ouverts à la date où on fait la déclaration. Donc, le compte TVA due intracommunautaire, il est créditeur de 100 000 €, on va donc le débiter pour 100 000 €, comme ça on le met à zéro. Le compte de TVA collecté est créditeur de 200 000 €, on va donc le débiter également 200 000 € pour le mettre à zéro. On va faire de même avec le compte de TVA déductible, qui lui est débiteur de 20 000 €, on va donc le créditer de 20 000 € pour également le mettre à zéro. Et puis on va faire apparaître la position nette de l'entreprise en termes de TVA au travers d'un crédit, puisque c'est une dette, dans le compte TVA décaissé, cette fois-ci pour 280 000 €. On retrouve la même écriture au journal, donc le 25 septembre. On a un compte TVA due intracommunautaire qui est débité pour 100 000 €, un compte de TVA collecté qui est débité également pour 200 000 €, et puis les comptes de TVA décaissé et de TVA déductible sont respectivement crédités pour 280 000 € et 200 000 €. Alors vous remarquerez que ici également, le total des montants marqués au débit et le total des montants marqués au crédit sont les mêmes. On a respecté le principe de la partie 2. Alors terminons tout cela en voyant ce qui se passe au moment du règlement de la TVA, au moment où l'entreprise assujettie restitue la TVA à l'État, que ça va se passer un mois plus tard, le 25 octobre. Considérons l'enregistrement au journal. Alors, on va avoir le compte de TVA décaissé qui va être soldé, et donc pour le fermer, comme il est créditeur, on va le débiter. Donc on va commencer par un débit dans le compte TVA décaissé pour 280 000 €, et on va achever l'écriture par un crédit, donc une sortie du compte banque, donc un crédit dans le compte banque du même montant, 280 000 €. Voilà qui conclut notre présentation succincte de la comptabilisation de la TVA. Il en ressort une chose intéressante, le fait que les comptes de bilan et les comptes du compte de résultat sont toujours publiés hors taxe. Les seuls comptes finalement qui vont inclure de la TVA, ce seront les comptes fournisseurs et les comptes clients. Quoi ? Parce que vos clients vous versent la TVA pour que vous la restituiez à l'État, et vos fournisseurs vous demandent de leur verser à la TVA pour qu'eux puissent la reverser
à l'État.